Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une femme ce soir, Elisabeth Horowitz, que j'avais déjà interviewée il y a 7 ans pour un autre livre qui était Quelle coïncidence, je pense. C'était ça, C'est Elisabeth? ça, sur les synchronicités. Sur les Absolument. synchronicités. Vous êtes psychopraticienne, spécialiste en psychogénéalogie et en analyse transpersonnelle. Vous avez écrit énormément de livres. Je le ferai défiler les couvertures pendant l'émission. Vous avez écrit en 2003 un livre sur JFK. Oui, un des premiers sur le transgénérationnel avec l'histoire familiale de Kennedy. Ouais. Et donc, c'était pas étonnant ce qui lui arrivait. De toute façon, on le sait, il y a une Ah espèce oui, de... bien sûr. Qu'est-ce qui va arriver avec le dernier Kennedy, là, qui en ce moment, on va lui porter chance? Oui, parce que Kennedy, là, l'actuel, c'est son père et son oncle. Il y a les deux. Son oncle, c'était JFK, et son père, c'était Robert Kennedy, qui a été assassiné 5 ans plus tard, en 68. Donc lui, il a deux, le Bon, père et l'oncle. on va pas dire jamais 203 parce qu'on va Non, essayer de le protéger. Il fait beaucoup de bien, je trouve, cet homme-là, bien sûr. comme tous les Kennedy d'ailleurs. Absolument. Alors là, on vous accueille pour votre dernier livre, Mon corps et généalogie, comment l'histoire familiale influence notre santé et notre ADN et comment guérir. C'est un gros livre hein, qui aborde plein de sujets. Oui, En premier sujet, ben, vous posez vous vous intéressez sur le passé familial pour résoudre les problèmes du présent, c'est ça. les problèmes de santé. On peut se poser des questions. Il y a des gens qui se disent, ouais, je suis une famille de cancéreux ou je suis une famille de cardiaques, etc. C'est-à-dire, on se colle des étiquettes aussi. On se les colle vraiment ou elles sont là? Elles sont là dans la majorité des cas, c'est-à-dire lorsqu'on reproduit, enfin lorsqu'on se rend compte qu'en fait on a exactement les mêmes symptômes que nos parents ou nos grands-parents, voire les arrière-grands-parents quand on connaît un petit peu leur histoire. Donc en fait c'est quand même du réel. C'est quand même du réel. Alors, ça commence par se poser des questions sur les circonstances de notre conception, hein. Est-ce qu'on a demandé à nos parents comment ils se sont rencontrés, si on était désirés, etc. Voilà, on part déjà de là, c'est-à-dire que bah, souvent on l'ignore en fait, hein. Moi-même je ne le savais pas il y a des années lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ma propre histoire. J'ignorais totalement dans quelles circonstances et à quel âge mes parents s'étaient rencontrés, pourquoi ils m'avaient conçu quelques années plus tard et même est-ce qu'ils avaient fréquenté d'autres personnes qu'ils avaient aimées avant de se rencontrer eux deux. Et puis, est-ce qu'ils avaient fréquenté d'autres personnes du temps de leur mariage? Ils m'ont avoué que oui. J'ignorais totalement quelles étaient leurs aventures extra-conjugales. Donc, on peut dire oui que l'arbre généalogique, c'est un petit peu un mystère tant que on n'est pas allé à la rencontre de la vie intime de nos ascendants. Voilà. Oui, en ce qui me concerne, moi j'ai mon père qui était qui parlait beaucoup qui m'a beaucoup parlé de la rencontre avec mes parents, ma mère complètement muette. Il y a des Voilà. parents qui parlent pas non plus, hein. Absolument, il y a des personnes taiseuses dans les familles et je dirais même que spontanément, il est rare que les membres de notre famille parlent de leur vie intime, fassent des confidences. C'est assez rare. En général, dans les repas de famille, on parle de la politique, on parle de la météo, on parle de sujets annexes, mais il est très très rare qu'on aborde la vie émotionnelle et encore moins les secrets de famille, et Dieu sait qu'il y en a. Donc effectivement, notre famille, on va dire c'est une hypothèse, mais une hypothèse dans le sens que il y a des choses que l'on pense vraies, elles ne le sont pas forcément, et il y a d'autres choses que l'on ignore complètement, et il faut aller à la recherche justement de ces informations. Mm. Alors, le dessin de notre arbre généalogique est important à faire et il devrait comporter le nombre d'enfants conçus et ceux qui sont pas nés. Bien sûr. Bien sûr, oui, parce qu'en fait, on peut ignorer que des enfants ou un enfant a été conçu avant soi ou après soi. On ignore en général s'il y a eu des avortements ou des enfants qui sont décédés à la naissance. Quelquefois, on ignore même que notre mère a abandonné un enfant qu'elle a conçu des années avant soi. Donc, la filiation, vous voyez, les frères et sœurs, oui, c'est quelque chose aussi il faut s'assurer que ce soit vrai, que voilà, qu'il n'y ait pas d'enfant, qu'on soit pas un enfant de remplacement non plus. Après une grossesse avortée ou un enfant qui est décédé en bas âge. Voilà, ouais, c'est très 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 intéressant de le savoir.
Est-ce que notre arbre généalogique comporte aussi nos propres enfants? Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui. Notre arbre généalogique comporte nos propres enfants, bien sûr, notre descendance. Et justement, on a tout intérêt à leur raconter aussi ce que l'on a vécu, tout simplement pour leur épargner des répétitions inutiles euh, et dans certains cas délicates. Hmm. Alors, on pose des questions à ses parents, ou surtout à sa mère, sur le déroulement de la grossesse et sur l'accouchement. Moi, toutes les réponses, je les ai eues chez mon père sans les poser. Ma mère, pas trop. Coïncidence généalogique, par exemple, il y a des dates de naissance qui se répètent. Oui, il y a des dates, en fait, il y a des répétitions de dates dans l'arbre généalogique, il y a des superpositions de dates. Imagine, je prends un exemple, imaginons que je décide de me marier un 15 mai et que mes grands-parents ont divorcé un 15 mai, 50 ans auparavant. Bon, c'est pas un hasard en général, hein, c'est-à-dire que je vais essayer de superposer une date de mariage, de réparer ou de compenser un événement traumatique qui a un petit peu sapé les fondations de l'histoire familiale, puisque les séparations, c'est toujours extrêmement grave. Donc, je vais essayer d'y superposer une union, hein. Je vais essayer de réparer quelque chose. Donc, il y a beaucoup de dates qui se répètent et qui se compensent aussi, à des années d'écart. Naître fille ou garçon, c'est pas vraiment la même chose. Bien sûr, c'est pas la même chose. Ça dépend dans quel système familial on se trouve. Alors, il y a, bon, jusque dans les années 50, il valait mieux être un garçon. Même jusque dans les années 70, puisque bon, les femmes étaient quand même beaucoup moins considérées. Elles étaient au service des hommes, elles avaient très peu d'indépendance, ne serait-ce que financièrement. Donc c'est vrai que la place enfin, dans certaines familles, mieux vaut être un homme. Bon, il y a la transmission du nom, bien sûr, hein, les hommes transmettent le nom, donc c'est quand même très très important, puisque l'arbre se perpétue grâce à eux, même jusqu'à présent. Mais ça peut être l'inverse dans certaines familles matriarcales où le féminin domine. Donc il y a pas de loi absolue. On va dire que ça dépend en fait vraiment de la famille spécifiquement. Et inversement, il va y avoir des familles où les garçons sont malvenus. Alors là aussi, ça dépend qui est né avant soi. Si par exemple on est une fille après deux autres filles, peut-être très souvent les parents attendaient un garçon, donc on va être moins bien accepté et inversement, hein. Si on est un garçon après deux autres garçons, les parents attendaient une fille. Donc là, oui, mais voyez, tout dépend en fait de la structure dans laquelle on se trouve, hein. L'importance de savoir si on a des frères et des sœurs et les écarts d'âge, c'est important, les écarts d'âge entre les enfants. Les écarts d'âge, c'est très important parce que quand on a très très peu d'écart d'âge, on est dans une forme de gémellité, voire de symbiose. Lorsqu'on a beaucoup d'écart d'âge, ça peut être problématique parce que finalement, on est dans un système, on a grandi comme un enfant unique souvent, hein, je pense. Quand on a par exemple 10 ans d'écart avec un frère, une sœur, ou lorsqu'on a 15 ans d'écart, et là, ça va poser des problèmes aussi en termes de fertilité. Parce que par exemple, quand on est l'aîné et qu'on a un frère ou une sœur qui naît 15 ans après, bah, ça peut entraîner des problèmes de fertilité pour soi parce que finalement, nos parents sont en train de mettre au monde l'enfant qu'on aurait pu concevoir soi-même. Donc, oui, ça va entraîner des difficultés, les écarts d'âge, soit quand l'écart d'âge est minime, soit quand l'écart d'âge est très, très important. Oui, et qui occupe notre place à la génération précédente? Ça, c'est intéressant aussi. Oui, parce qu'il y a une mémoire qui est liée au rang de naissance, hein. C'est-à-dire, par exemple, si je suis l'aîné, ce qui est intéressant, c'est de voir qui était l'aîné, ben, la génération de mes parents, ça peut être eux, mais ça peut être les oncles et tantes, et puis au niveau de la génération des grands-parents. Parce qu'il y a une mémoire donc qui est liée à cette place. Il y a une mémoire qui peut être traumatique si par exemple on est l'aîné mais qu'à deux générations d'écart l'aîné c'était un enfant illégitime, on peut avoir la sensation d'être soi-même illégitime même si le contexte est différent et donc avoir moins de confiance en soi, douter de ses capacités et ne pas prendre sa place finalement. Donc oui, il y a une mémoire qui est liée à la place. Vous parlez pas beaucoup de l'enfant unique. Alors oui, alors l'enfant unique, alors ça peut être une réaction quand les parents eux-mêmes viennent d'une famille nombreuse, hein. Donc comme dans leur famille respective, ils n'ont pas été vus, il n'y avait pas suffisamment de temps et d'attention de la part de leurs parents, donc euh,
le problème de la famille nombreuse, c'est que les enfants sont vus comme un groupe et qu'il manque en fait de temps, enfin les parents manquent de temps pour s'occuper de chacun individuellement. Donc la réaction, c'est qu'à la génération suivante, les personnes qui sont issues de familles nombreuses ne vont faire qu'un seul enfant, c'est-à-dire l'enfant idéal, l'enfant unique qu'ils auraient aimé être, enfin aimé être, oui, dans leur famille de base. Hein, voilà. Donc ça peut être une réaction à la famille nombreuse et ça peut être souvent une réaction au problème de préférence. Ça élimine les problèmes de préférence, l'enfant unique. Hein. Quand les parents viennent de systèmes familiaux où il y a eu de cruelles préférences, où il y a eu des antagonismes et vraiment de la jalousie, un des moyens d'éliminer tout ça, c'est de faire un seul enfant. Alors, si, il peut y avoir une préférence sur le sexe de l'enfant et être déçu puisque Oui. on n'aura pas d'autres enfants. Donc, Oui. Alors après, bon, voilà, il y a d'autres éléments. Mais voilà, les deux à retenir, c'est une réaction à la famille nombreuse et c'est une réaction à la compétition entre frères et sœurs qui est éliminée lorsqu'il y a un seul enfant à qui on va tout donner, qui va être bien sûr chouchouté, hein, et il n'aura pas d'antagoniste. Voilà, personne ne lui fera de l'ombre et il aura davantage d'argent, enfin, davantage d'argent va lui être consacré et davantage de temps et d'affection. dans la majeure partie des cas, pas toujours, hein. L'enfant de Oui, remplacement. pas toujours, pas toujours. L'enfant de remplacement Surtout quand l'enfant unique est un accident. pour remplacer un enfant mort. Alors ça peut être aussi pour remplacer un enfant mort. D'ailleurs, le cas de notre président actuel, c'est exactement ça, hein, puisque sa mère a donné naissance, oui, a donné naissance à une fille qui est décédée à la naissance. Sa mère a failli mourir et le président actuel est un enfant de remplacement. Il a été conçu donc après cette tragédie. Donc oui, ce sont des destins particuliers, effectivement. Et il porte un prénom androgyne. Oui. C'est ça aussi. Alors, d'où vient notre prénom? On peut se poser la question si c'est un prénom de destinée. On porte le prénom de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, du grand-père. Oui, alors à mon sens, il est très délicat de porter un prénom déjà utilisé. Hein, tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, la vie nous demande davantage de différenciation, d'être unique. Et lorsque l'on reçoit un prénom déjà porté, bah, la famille va nous empêcher d'être unique. Hein. Voilà. Elle va nous identifier à un membre de la famille déjà connu, vivant ou décédé. Et donc, c'est un premier empêchement à être soi-même. Donc, je déconseille absolument, et j'en reparle dans d'autres chapitres après, de redonner un prénom déjà porté. Devrait-on changer de prénom ou de nom de famille en raison d'une hérédité lourde? Je pense, oui, qu'on devrait, surtout lorsqu'on hérite d'un prénom qui a été porté par un ascendant qui est mort prématurément ou qui a une destinée très difficile, euh, ou qui a été tué à la guerre, par exemple, oui, je pense qu'on devrait changer de prénom. Mm. L'importance de se rappeler du nom des rues où nous avons habité. Oui. C'est important. Pourquoi? Parce que notre psyché associe des événements familiaux, surtout lorsqu'on a été maltraité, ou lorsqu'on est une famille indifférente, voire maltraitante, notre psyché va associer cette maltraitance au lieu, c'est-à-dire au nom de la rue, au numéro de la rue aussi, où ça se passait. Donc je déconseille, ben, une fois adulte, bon, bien sûr, de revenir dans cette rue, de réhabiter dans cette rue, mais même de réhabiter dans une rue qui s'appellerait de la même manière dans une autre ville, par exemple. Voyez? Oui. Du côté du père, lui poser la question sur est-ce qu'il parlait de son enfance, de l'influence de ses grands-parents, de ses parents, plus du côté du père que de la mère. Alors c'est vrai que les hommes traditionnellement parlent moins que les femmes. Hein. Quand on regarde un petit peu l'attitude des pères, enfin moi, toutes les personnes que je reçois, essentiellement des femmes, bah, le père est toujours beaucoup moins proche, beaucoup plus distant, beaucoup plus taiseux. En général, il n'a jamais parlé de sa jeunesse et donc, bah, quelquefois, on ignore complètement quelle a été la vie des grands-parents paternels et on ignore même, lui, voilà, ce qu'il pense, ce à quoi il croit, son parcours sentimental, sexuel.
même quelquefois au niveau des études, etc. Donc le père, souvent, ça reste un mystère, en fait, hein. Même encore à l'heure actuelle, où il semblerait qu'il y ait davantage de communication, mais bon, c'est à voir. Je ne suis pas persuadée. Mais effectivement, s'il y a quelqu'un qu'on doit aller interroger en priorité, c'est notre père. Oui. Le poids des disputes parentales sur les enfants, c'est très, j'aime bien aimer ce chapitre. Alors, les disputes parentales sont totalement dévastatrices, dévastatrices, ça je tiens à le dire. Et il y en a beaucoup parce qu'on divorce de plus en plus tôt et dans des conditions souvent difficiles. Et je dois dire que les enfants sont complètement déconstruits. Ils sont vraiment, je crois qu'il n'y a rien de pire qu'un divorce tragique, cruel, où les parents continuent à se disputer, même une fois la garde partagée. Donc ça, c'est vraiment, d'ailleurs, tout ce qui relève de la dépression et des problèmes psychosomatiques, parce qu'on n'a pas encore parlé de la santé, mais c'est vrai que tout ce qui est de l'ordre de l'énurésie, le fait de faire pipi au lit jusqu'à tard, les troubles de l'alimentation, l'anxiété, etc., ça vient très très souvent du divorce tragique, de la séparation tragique des parents. Alors, Quand l'enfant a encore besoin qu'ils soient ensemble ou de leur soutien. qu'est-ce qu'un programme généalogique? Alors, ben, un programme généalogique, c'est l'étude, en fait, de ce qui s'est passé avant soi, hein, de ce qui nous est transmis, en fait, comme programme. Et justement, on parlait des divorces. Ben, si, par exemple, mes parents ont divorcé quand j'avais, mettons, 14 ans, euh, ce qui peut se passer, c'est que moi, si j'ai un enfant, si j'ai une fille, ben, quand elle va arriver à 14 ans, tout d'un coup, je m'entends très très mal avec mon conjoint. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne va plus du tout. Alors, le risque, c'est donc, parce qu'il y a une horloge généalogique en fait, donc le risque, c'est que c'est l'émergence d'une même situation à la génération suivante au même âge. Hein, voilà. Ça peut être aussi 14 ans après 14 ans de vie commune, vous voyez. Mais le chiffre 14 va être dans notre psyché associé à une séparation, à l'éclatement de la famille. Donc le risque, effectivement, c'est quand mes enfants vont arriver à cet âge-là. Que va-t-il se passer? Et j'ai écrit le livre aussi pour anticiper tout ça. C'est-à-dire que bah, euh, si je le sais, je vais peut-être résister, par exemple, à la tentation d'avoir une relation extra-conjugale qui pourrait faire éclater la famille. Vous voyez, par exemple. Hein. Oui, c'est la même chose pour les dates de décès, hein. Le décès des parents, on a tendance à penser que ça va être le nôtre aussi. Alors oui, l'âge qu'avaient nos parents, mais ça, alors ça justement au niveau de la santé, c'est très très important parce qu'on s'est aperçu, celle qui s'en est aperçue, c'est une médecin qui s'appelle Joséphine Hilgard aux États-Unis dans les années 50, qui s'est aperçue que les hospitalisations ne se faisaient à des âges précis, en général lorsque les patients parvenaient à l'âge de leurs propres parents au moment de leur décès. Et là, il y avait crise cardiaque, il y avait hospitalisation, il y avait chirurgie, il y avait voilà toutes sortes de symptômes qui apparaissaient quand les personnes, hommes ou femmes, donc atteignaient l'âge de leurs propres parents. Je prends un exemple, imaginons un homme voilà, qui fait une crise cardiaque à 55 ans, et puis à 55 ans, c'est l'âge de son père au moment où il est mort. Alors effectivement, là, il y a une alerte, et alors je dis pas qu'il peut y avoir exactement la même chose, un décès, mais il peut y avoir effectivement cette alerte au même âge, hein. Et ça, c'est très très important, très courant. Oui, ben, chacun a peur, hein, quand il arrive à l'âge de décès de ses parents, de vivre plus vieux qu'eux. Exactement, exactement, et oui, 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 oui. La curiosité sur les prénoms, ça peut être des prénoms qui fusionnent, qui s'inversent ou qui se dédoublent. J'ai, par exemple Emmanuel, ça pourrait être Emma plus Manuel. Emmanuel, oui, Emmanuel d'un côté, oui. Oui, il y a des prénoms, il y a des prénoms, on se rend compte que c'est la fusion d'autres prénoms, hein. Donc, ils contiennent d'autres prénoms. Mais ce qui est important au niveau de la santé, et ça, je tiens à le dire, c'est que lorsqu'il y a trop de ressemblances dans l'arbre généalogique, lorsqu'il y a trop de ressemblances et de répétitions, hein, trop de prénoms semblables, trop de structures généalogiques en miroir, à ce moment-là, effectivement, ce qui est assez curieux, c'est qu'il peut y avoir des mutations au niveau de l'ADN. C'est-à-dire que les enfants qui naissent de ces familles où il y a un trop haut niveau de répétition,
Donc il y a une espèce d'indifférenciation. Et là, justement, on s'aperçoit, enfin moi je m'en suis aperçue dans les consultations, qu'il y avait des mutations de l'ADN, que les enfants pouvaient naître avec des handicaps, hein. Donc c'est pour ça l'importance de se différencier de la famille d'origine. Oui, vous avez un chapitre là-dessus. Ah oui, mais oui, c'est à mon avis un des chapitres les plus importants de l'ouvrage. Parce que justement, je crois que je suis la seule à le dire, mais justement, ces analogies, ces ressemblances, ces répétitions sur deux, trois générations des mêmes prénoms, des mêmes types de mariage, etc. Imaginons par exemple, je vais me marier avec quelqu'un qui se prénomme comme mon père. Bon, c'est déjà, à mon avis, une erreur dans la mesure où, voilà, il n'y a pas de différenciation. On va rechercher un homme qui, voilà, qui se prénomme pareil. Donc, bon, c'est déjà une absence de différenciation. Et après, je vais peut-être faire trois enfants. Moi-même, je suis issue de trois enfants. Vous voyez, toutes ces répétitions à terme peuvent générer donc des maladies, des enfants qui vont naître avec des handicaps et des mutations au niveau de l'ADN. Voilà. Oui, ça c'est très important. Alors, il y a aussi, on peut rester sur sur la fratrie. Oui. Quand les enfants partagent une même identité, une famille de 5 filles ou de 5 garçons, c'est aussi un peu problématique, ça, quand il y a que... Oui, parce que c'est un même genre. Alors, un seul et même genre, effectivement, c'est là aussi une forme de répétition, hein. C'est une forme de manque d'indifférenciation en quelque sorte, hein. Donc, ça peut poser aussi des problèmes, oui, un seul genre. En ce qui concerne la consanguinité et le mariage entre beau-fils et belle-fille, vous avez le cas de Michel Morgan. Oui. J'ai le cas, je cite le cas de cette actrice très connue, actrice française très belle, dont les parents bah, se sont mariés, enfin, les parents se sont mariés et les frères et sœurs du père et de la mère se sont mariés entre eux. Donc une espèce de consanguinité. Alors effectivement, on peut se dire oui, mais c'est pas grave et tout ça, mais non, 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 c'est grave. C'est grave dans la mesure où ça va avoir des conséquences, hein. Voilà, donc je déconseille absolument, j'en parle dans le livre des conséquences tragiques, puisque en fait c'est dans la maison qu'elle avait fait construire à Hollywood que s'est déroulé le drame qu'a vécu Roman Polanski à la fin des années 60, hein. Sa femme s'est fait assassiner dans la maison que Michel Morgan avait fait construire à l'époque. Donc, euh, Et dans on voit laquelle, bien. et dans laquelle elle se sentait pas bien. Et dans laquelle, dès le départ, puisqu'elle l'a fait construire, c'est pas une maison qu'elle avait achetée, c'est une maison qu'elle a fait construire sur les hauteurs de Hollywood dans les années 40. Et elle sentait déjà qu'il y avait des choses étranges, elle s'y sentait mal, etc. Et moi, je pense que lorsqu'il y a ce genre de mariage dans les familles, hein, ces mariages à caractère consanguin, lorsqu'on construit une maison, on va fixer ces éléments généalogiques là, dans la maison, hein, surtout lorsqu'on la fait construire. Et on voit bien que elle, ben, c'est le cas typique justement des effets inattendus de ce genre d'union qu'on pense a priori très positive. Ah, ben voilà, les frères et sœurs des parents sont mariés entre eux, c'est très bien. Non, 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 non. Au contraire, la famille doit s'ouvrir sur, ben, sur l'environnement, hein, c'est-à-dire intégrer un certain niveau d'étrangeté, enfin d'étranger, et ne pas se replier sur elle-même, hein, puisque là, ça retombe à un magma indifférencié où là, il va y avoir des conséquences. Et dans les campagnes, c'était fréquent, hein. Oui, c'était fréquent, absolument. Et je pense que c'est effectivement une erreur parce que, alors bon, avant c'était aussi pour préserver un certain patrimoine, hein. Voilà, les mariages entre cousins qui, dans tous les cas, étaient relativement interdits. Ils étaient tolérés, mais dans l'absolu, ils étaient quand même interdits, hein. Donc il y a quand même une raison. Et là, on voit que c'est pareil. On appelle ça les familles tuyaux de poil. Vous Oui, connaissiez le... oui, parce que dans ces familles où il y a trop de consanguinité, on le sait depuis toujours, il peut y avoir effectivement ben, des naissances avec des handicaps, il peut y avoir des enfants avec du retard intellectuel, il peut y avoir des enfants qui vont décéder relativement jeunes, hein. Il n'y a pas cette pulsion de vie qui est importante. Euh, et là, effectivement, en termes de maladie, bah oui, il va falloir rechercher si, s'il y a effectivement ce genre de mariage entre personnes qui ont les mêmes noms de famille ou qui sont apparentées.
Oui, il n'y a pas forcément une consanguinité, hein. Moi, je vois ma grand-mère, Oui, je sais que son père, enfin, c'est une famille tuyau de poil, sans que pour autant ce soit des cousins-cousines. Mais le oui, frère a épousé la sœur de l'autre, enfin, voilà, c'est et ça. le père a épousé la mère de l'autre. Enfin, une famille tuyau de poil sans forcément que ce soit une consanguinité. On peut Ça- parler de l'affaire Pellico, vous en parlez dans votre livre aussi. Oui, alors l'affaire Pellico, effectivement, puisque l'homme qui a été condamné, je me souviens plus son prénom d'ailleurs, comment s'appelle-t-il? Enfin, donc Monsieur Pellico, celui qui a instigé donc tous ces viols sur ses abus sexuels sur sa femme qu'il avait droguée pendant longtemps. Effectivement, lui vient d'une famille où la mère donc a été mariée une première fois, a eu deux enfants et s'est remariée avec le frère du mari, de son ex-mari donc. Et Monsieur Pellico est un des enfants du deuxième lit, hein. Donc là aussi, mariage à caractère consanguin, et on voit bien la folie totale dans laquelle on parvient par la suite, hein. C'est-à-dire que lui, en faisant abuser sa femme, c'est-à-dire un corps inerte, il essaie de redonner vie à une structure familiale qui est complètement morbide. Bon, euh, et ça mène à une obsession sexuelle, parce que l'obsession sexuelle, c'est une obsession sur, en fait, la vitalité familiale, hein, puisque c'est par le sexe qu'on redonne la vie et donc la vitalité. Et là, il y en a plus. Il y en a plus puisque les personnes sont mariées entre elles, au sein du même groupe familial, au départ. Et en plus, sa femme, Gisèle, porte un prénom similaire ou exactement le même prénom que sa cousine à lui. Enfin bon, là, on est dans une déconstruction généalogique totale et dans des erreurs généalogiques qu'il faut absolument éviter, hein. Alors, comment ne pas fixer toutes ces ressemblances? Alors effectivement, pour ne pas fixer toutes ces ressemblances, ben, il faut éviter justement de faire comme nos parents ou nos grands-parents, hein. Il faut essayer de ne pas reproduire exactement ce qu'ils ont fait, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous demande de la nouveauté, on nous demande d'être unique, on nous demande d'être nous-mêmes. Et être nous-mêmes, ce n'est pas être comme nos parents ou faire exactement ce qu'ils ont fait. Ça ne peut pas être ça, hein. Donc, d'où l'importance de bien connaître sa structure généalogique pour ne pas la répéter, justement. Qu'en est-il de ceux qui disparaissent, corps et bien, ceux qui disparaissent, les disparitions? Oui, alors j'ai montré que certaines structures généalogiques peuvent mener à la disparition de certaines personnes ou à des cas de faits divers. Il y en a énormément, hein, sur toutes les chaînes. On peut entendre des cas de faits divers de personnes qui ont disparu ou qui ont été enlevées, etc. Mais moi, ce que je conseille dans ces émissions, c'est de toujours comprendre aussi bien au niveau de l'agresseur que des personnes qui sont victimes, ce qui se passait pour eux au niveau généalogique. Et dans certains reportages, on en parle. Telle personne venait de telle structure familiale, il y a eu des violences, il y a eu des... voilà, bon, chez les abuseurs, c'est très souvent une répétition de violences familiales. C'est très souvent divorce des parents, abandon, etc. Bon. Et du côté des victimes, il y a aussi peu- très souvent un fort pourcentage de ressemblance dans leur histoire familiale ou des âges critiques, hein, des âges critiques, voilà. Et donc là, dans ces âges-là, il vaudrait mieux ne pas prendre de risques, justement. Qu'en est-il de la gémellité? Alors, la gémellité, ben, c'est une situation tout à fait particulière, hein, puisque comme on le sait, c'est la naissance de deux enfants. Bon, il y a quelquefois des triplés aussi naturels, mais la gémellité, c'est c'est une difficulté dans le sens que c'est la situation ultime qui nous empêche d'être uniques, hein. Donc, oui, là, j'ai eu récemment le cas d'une dame qui, euh, qui a une sœur jumelle et qui en a beaucoup souffert et qui, dans sa vie sentimentale, ne rencontre que des hommes avec qui elle vit, mais qui la trompent, qui ont toujours une double vie, qui est toujours en quelque sorte la métaphore de la sœur jumelle qui est toujours là en rivalité et qui fait obstacle à son unicité, puisqu'elle, ce dont elle rêve, c'est d'un homme qui soit parfaitement fidèle et qui ne voit qu'elle. Et or, ça n'a jamais été possible, puisqu'il y a toujours l'ombre de la sœur et qui bah, se prolonge dans la vie actuelle par l'intermédiaire donc de ces femmes qui vivent dans l'ombre d'un conjoint qu'elles pensent fidèle. Voyez, donc c'est une situation particulière. On dit que nous aurions tous eu un jumeau intra-utérin qui disparaît par la suite.
Moi, je veux bien croire ça. Alors, se marier le même jour que quelqu'un de notre famille, c'est pas bon. Et qu'est-ce que ça serait? Moi, je sais qu'on a baptisé les trois enfants en même temps. Est-ce que c'est pas bon? Alors, tout ce qu'on fait en même temps, encore une fois, la loi générale, si je puis dire, s'il y a une loi générale, c'est que chacun soit vu individuellement. Il y a des cérémonies qui intègrent plusieurs personnes, en fait, chacun, enfin, il n'y a pas d'individualité en quelque sorte, hein. Et j'en parle puisque, effectivement, moi, dans mes consultations et même dans ma propre famille, il y a des personnes qui sont mariées le même jour. Et je trouvais ça très grave, bien sûr, parce que je déconseille totalement, parce que chaque cérémonie, surtout le mariage, doit être unique. On ne peut pas se marier en même temps qu'un autre couple de la famille. Euh, Bien sûr. Et de toute façon, ça marchera pas. Les couples, là, elles sont déjà dans une forme de déconstruction. Et tout ce qui nous empêche d'être unique, voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est que tout ce qui nous empêche d'être unique, en fait, va à l'encontre du processus vital. Et donc, peut générer des contretemps, des difficultés, des conflits et à terme des échecs. Voilà. Dans le chapitre à la conquête de son identité, si on est déjà malade, ne pas revenir habiter auprès de l'ancien foyer. Ne pas Oui, retourner oui, sur c'est-à-dire ça. qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont des troubles de santé, ont la tentation de revenir habiter auprès de certains membres de la famille ou dans la même ville, et je le déconseille totalement, parce qu'encore une fois, ce serait comme retourner dans le temps, ce serait une forme de régression vers les origines. Et à la fois, tout ce qui empêche notre identité, tout ce qui nous fait revenir vers le passé, à mon avis, est à déconseiller. La nostalgie. Ah bah, c'est un petit peu le piège de la nostalgie. Et justement, à ce propos, je tiens à dire que il y a de nombreuses personnes qui ont une espèce d'idéalisation de leur famille, hein. Avec le temps, d'ailleurs, on l'a tous, même vis-à-vis de situations sentimentales qui n'ont pas marché, on a tendance à se souvenir que des bons moments. Mais c'est pareil, on a oublié les critiques que notre famille a pu nous faire. On peut oublier les mauvais moments. On a pu oublier les maltraitances, même légères, voilà, les interdictions aussi, par exemple, sur le métier, que notre famille a pu nous dire, mais non, c'est pas pour toi, tu n'es pas assez bien, tu ne réussiras pas, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interdits, ça, on les a oubliés. Et ce qui se passe, c'est-à-dire quand on revient géographiquement à proximité de ces parents-là, ou d'autres membres de famille, de la famille avec qui on était, bon, peut-être en rivalité, oui, des préférences, etc., ben, je pense que si on a des problèmes de santé, on n'a pas du tout intérêt à faire ça. Les vêtements et les bijoux de famille, c'est pas forcément et les vêtements de quelqu'un qui est décédé et les bijoux de famille, c'est pas forcément à garder. C'est toujours pareil, hein, mieux vaut ne pas porter des vêtements ou des bijoux qui ont déjà été portés par les membres de la famille, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Mm. Je crois totalement à ça. Alors, vous parlez du voisinage. Il n'y a pas que la famille, il y a le voisinage, hein, c'est-à-dire ce qui est tout proche de la maison dans laquelle on habite. Alors voilà, je tiens à dire que pour la psyché, la parenté ne s'arrête pas au mur de notre maison. Les voisins très proches, hein, bon, les voisins voilà, de la même rue ou du même bâtiment ou dans un même immeuble, sont considérés par notre psyché comme de la parenté. D'où D'où le conseil de ne pas fréquenter ou de ne pas se marier avec des personnes qui habiteraient le même immeuble ou qui ont vécu à proximité. Pourquoi? Parce que notre psyché, encore une fois, considère que c'est une extension de notre famille. Et donc, c'est en quelque sorte un peu comme se marier avec les membres de cette famille, hein. Il n'y a pas vraiment de barrière, il n'y a pas vraiment de distinguo. Et d'ailleurs, dans certains cas de faits divers, euh, on s'aperçoit qu'il y a des enfants, voilà, qui ont été enlevés ou qui ont été, euh, alors que les parents s'étaient connus dans une même rue ou partageaient le même immeuble, ils s'étaient mariés parce qu'ils habitaient à côté de la grand-mère ou du grand-père ou etc. Vous voyez, il y a une espèce d'inceste géographique, hein, qui, à mon avis, là aussi, un peu contraire à la vie.
Oui, vous parlez aussi de la parenté de ceux ou de celles qui louent une chambre chez nous plus ou moins longtemps, c'est-à-dire des gens qu'on peut avoir C'est en ça. commun. C'est ça. C'est-à-dire que si on a des locataires, ces locataires deviennent un peu comme des membres de notre famille parce que pour notre psyché, des personnes qui vivent dans une même maison sont apparentées. Hein. Voilà, c'est le même principe. Donc, je déconseille de tomber amoureux, voire de se marier avec quelqu'un qui loge chez soi, même s'il n'y a pas évidemment de lien de sang. Et pourquoi? Parce que la psyché considère, voilà, que c'est une forme de parenté. Et faire une alliance avec la parenté, bah, c'est toujours délicat, hein, puisqu'on nous demande justement de, de choisir quelqu'un qui serait hors champ familial, en quelque sorte, hein, qui apporterait de la nouveauté. Si le passé est notre saison préférée, est-ce que revivre certains moments de notre vie est souhaitable? Je pense que non. Je pense que revivre certains moments de notre vie n'est pas forcément souhaitable. Et comme par exemple fréquenter des personnes qu'on a connues il y a 15, 20 ans, 25 ans. Je pense que c'est le même principe de ce retour vers le passé, hein. En fait, retourner vers le passé, c'est en quelque sorte rétrograder vers les origines, hein. C'est un mouvement rétrograde vers les origines. Et donc, on va retrouver notre famille. Mais quel intérêt? Quel intérêt, puisque ce qu'on nous demande, c'est au contraire, d'ouvrir, de connaître des personnes nouvelles et de faire de nouvelles expériences, d'enrichir, en fait, d'aller vers de plus en plus de différenciation. Mais alors, qu'en est-il des recherches, par exemple, ces femmes qui recherchent leur amour de jeunesse ou quelqu'un qu'on va retrouver par hasard, qu'on n'a pas vu depuis 50 ans? Je suis pas sûre que ce soit très positif, surtout bon, à la limite, bon, si on est resté célibataire, c'est pas très grave. Ce qui peut être grave, c'est, voyez, on a eu cet amour de jeunesse. Bon, et puis, bon, ça n'a pas marché. On s'est marié, on a eu des enfants, puis après, on va retrouver l'amour de jeunesse. Mais le problème, c'est qu'on va mettre en danger les enfants qu'on a eus entre-temps, hein, en retournant vers le passé, parce que c'est un petit peu comme si on les effaçait symboliquement, hein. Donc là, c'est plus délicat comme situation. Est-ce qu'il n'y a pas de passé positif? Alors, il y a un passé positif, mais oui, il y a un passé positif dans la mesure où si on a laissé dans le passé des aptitudes que l'on n'a pas développées, ça c'est intéressant, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours à temps de retrouver des choses du passé, mais je pense seulement si elles concernent des choses que l'on souhaitait faire à titre personnel et qui concernent notre créativité, par exemple, hein. Voilà. Qu'on nous avait interdit parce que, par exemple, nos parents nous ont dit, mais non, tu peux pas faire ça, tu vas pas gagner d'argent, ne sois pas un artiste, ne fais pas de théâtre, ne fais pas de photographie, ne fais pas de sculpture, ne fais pas de dessin, ne fais pas de peinture, ne voyage pas, reste avec nous, etc. Donc, tout ce dont nous a empêchés, en fait, ça, on est toujours peut-être à temps de s'épanouir et de le faire, oui. Sur le piège de la nostalgie, justement, vous parlez de Claude François. François, c'est l'exemple typique de ce retour vers les origines, puisque donc il a été chassé à la fin de son adolescence. Lui et sa famille ont été chassés d'Égypte où son père travaillait au canal de Suez, mais Nasser l'ayant nationalisé en 56, ils ont été chassés du jour au lendemain. Et quand il est mort, eh ben, il s'apprêtait pour la première fois, donc 20 ans ou 25 ans plus tard, à retourner en Égypte, hein. Euh, Quelques jours après la sortie de son disque Alexandrie Alexandra, ils avaient prévu, lui, sa mère et sa sœur, de retourner en Égypte pour la première fois après en avoir été chassés, donc à l'époque. Donc, vous voyez, là aussi, retourner dans un pays où ça s'est mal passé, etc., je pense que ce n'est pas... voilà exactement le piège de la nostalgie des origines, hein. Croire que parce qu'on va revenir dans un pays, on va retrouver ce qu'on a pu connaître à l'époque, une espèce d'âge d'or, mais dont on a été chassé à un moment donné. Et je pense que bon, mieux vaut euh, ne pas le faire. Et voilà. Oui, ça me parle. Moi, je connais deux cas comme ça où ça s'est très mal passé. Et oui, Donc, qu'est-ce que vous pensez des maisons de famille? Est-ce qu'on doit habiter dans les maisons de famille? je pense pas.
si, si on peut l'éviter. Enfin, tout dépend ce qui s'est passé avec notre famille d'origine. Si notre famille était inconditionnellement favorable et aimante et nous a toujours aidés moralement, intellectuellement, bon, mais c'est quand même assez rare comme situation. Donc, bon, après, il n'y a pas d'interdit absolu. Mais c'est vrai, par contre, que si notre famille nous a fortement maltraités, là, je pense que mieux vaut ne pas habiter chez eux. Tout un chapitre quand le climat familial s'érotise, donc sur l'inceste, Mhm. sur l'oubli et l'amnésie traumatique, sur la complicité familiale, tant que le secret perdure et comment s'en libérer. On ne va pas en parler, c'est parce qu'on n'aura pas le temps, mais enfin, c'est un chapitre intéressant. Oui, juste deux mots pour dire que les derniers chiffres, là, c'est absolument hallucinant. Une personne sur cinq en Europe a été abusée sexuellement dans son enfance. Une personne sur cinq en Europe. C'est colossal. C'est colossal. Ce sont des millions de personnes qui ont été victimes d'inceste dans leur famille, des fois très tôt, même à l'âge de 3 4 ans. Euh, ou par des personnes qui ont gravité autour de la famille, donc les parrains marraines, les amis intimes, les collègues de travail, etc. C'est colossal. Donc les abus sexuels, c'est là aussi à la base des problèmes de santé ultérieurs, bien sûr, hein, et c'est extrêmement fréquent. Voilà. Donc il y a tout un chapitre et j'ai tenu à faire ce chapitre parce que ça concerne énormément de personnes. Je suis d'accord. Il y a même comment s'en libérer, hein. Voilà. Les vertus du photolangage. Alors les vertus du photolangage, c'est quand en fait on, on, on fait des recherches généalogiques et ce qui est très intéressant, c'est de regarder des photos de famille pour avoir des informations, bien sûr, mais aussi parce que notre psyché, à partir du moment où elle voit des images, bah, elle peut, à travers les rêves, euh, parfois à travers des rêves lucides, nous envoyer des informations sur les photos de famille que l'on regarde et quelquefois même nous révéler des secrets. Mm. Elisabeth Horowitz, pourquoi répète-t-on tous ces symptômes? Pourquoi on les répète, ces répétitions? Alors, on répète ces symptômes. Alors, il y a plusieurs raisons. Soit alors, il y a une espèce de loyauté. C'est-à-dire que, alors, je vais prendre un exemple. Imaginons, mon grand-père a eu des problèmes cardiaques, j'ai des problèmes cardiaques. C'est un héritage, effectivement. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est quand même cette compréhension de l'art, c'est-à-dire déjà pourquoi mon grand-père a eu ces problèmes. Est-ce qu'il a eu des traumatismes dans sa vie? Il y a eu des séparations, des pertes affectives, mais des pertes économiques aussi, parce que le statut c'est très, très important. Est-ce qu'il y a eu donc des drames dans sa vie? Est-ce qu'il y a eu des ruptures, des conflits, etc., qui auraient déjà généré ce symptôme pour lui? Voilà. Et comme le problème, c'est que les personnes dans notre généalogie, en fait, ont ces symptômes, ces problèmes de santé, mais ne font pas tout, ne traitent pas souvent la cause, en fait, hein. Donc, le symptôme se transmet. Voilà. Parce qu'on n'a pas, euh, non seulement on n'a pas analysé le déclic, mais on n'a pas non plus, on l'a pas non plus traité, hein. On n'a pas compris, en fait, les mécanismes de la maladie. Pourquoi elle s'est installée à tel moment, suite à quel événement familial. Donc, comme ce n'est pas traité à 2 générations en arrière, ben nous, ça continue. Voilà, on peut avoir le même problème. Alors, c'est une forme de loyauté, d'identification. Et on peut avoir les mêmes problématiques associées, hein. On peut avoir les mêmes problématiques associées que l'aïeul. C'est pareil. Peut-on mettre sa santé en péril afin de guérir un de ses parents? Oui, dans certains cas, on peut, et ça on le voit, c'est-à-dire que mon corps va chercher à guérir le corps d'un autre, hein. Mon corps peut... je prends un exemple. J'ai cité dans le livre, là, il y a 3 exemples sur comment on essaie aussi de guérir nos ascendants à travers notre corps. J'ai un monsieur qui vient me voir et puis, bon, il a une addiction au tabac. Alors, je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous fumez? Il me dit, alors une réponse vraiment qui m'a scotché, il me dit, je fume parce que ça me tient chaud à l'intérieur. C'est vrai. Ah bon, mais pourquoi vous voulez avoir chaud à l'intérieur? Alors il me dit, mais parce que voilà, mon oncle est décédé d'un accident en montagne. Son corps a été gelé, donc je pense que c'est pour ça. Alors là, franchement, je m'attendais pas du tout. Enfin, vous voyez le lien, c'est-à-dire que
Il fume, alors c'est pas parce qu'il aime fumer, il fume pour se tenir chaud à l'intérieur, pour guérir le corps de l'oncle qui est décédé d'un accident de montagne. C'est incroyable, c'est incroyable. Un autre monsieur qui a une dépendance à l'alcool, enfin il boit de la bière toute la journée, et je lui dis, mais donc vous allez aux toilettes toute la journée. Il me dit, oui, mais vous comprenez, on a eu un problème de rein dans ma famille. Ma nièce, à 15 ans, elle est décédée d'un cancer des reins. Alors donc je lui ai expliqué, donc vous buvez pour uriner, pour faire fonctionner vos reins, mais en fait c'est pour faire fonctionner les reins de votre nièce. En fait, là votre corps, en fait, il y a une espèce d'identification pour sauver a posteriori votre nièce. Hein. Comme une autre patiente qui boit du whisky tous les jours, une, une demi-bouteille de whisky, et elle me dit oui, mais c'est parce que en fait ça empêche les problèmes cardiaques, et comme mon père est mort d'une crise cardiaque, et ben voilà, je bois du whisky. Donc il y a des addictions qui ont pour but de sauver aussi ou de guérir le corps d'un membre de la famille a posteriori. Hein, voilà. Et quelquefois, même dans certaines formes de maladies chroniques et graves, on cherche à mourir, cherche à décéder à la place pour sauver un membre de la famille qui est déjà décédé, parce que par un mouvement de balancier, on pense que si on décède, la personne va revenir. Et ça, la psyché, pour la psyché, c'est une vérité, alors que bien sûr, dans le réel, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais pour notre psyché, le fait de notre sacrifice, en fait, le sacrifice de notre vie, peut faire revenir un ascendant qu'on considérait comme puissant. Il était peut-être puissant parce que c'était peut-être un chef de famille, une personne dominante de l'histoire familiale, ou une personne qui avait suffisamment d'argent pour faire vivre, bon, certains membres de la parenté. Donc on peut essayer de sauver a posteriori des membres de la famille en mettant la médecine en échec. Hein. C'est-à-dire que les traitements fonctionnent sur d'autres personnes, mais sur nous non, parce que on ignore en fait que notre désir absolu, c'est de sauver quelqu'un. Oui, Voilà. ça peut être aussi le désir secret de rejoindre le parent décédé aussi, hein. Oui, de le rejoindre aussi, parce que et ça c'est très fréquent lorsque nos parents sont décédés lorsqu'on était adolescent, on a un désir secret de les rejoindre, et quelquefois je vais même aller loin, mais en disant qu'on peut se provoquer soi-même certaines maladies et certains accidents pour les rejoindre. Oui, je l'ai déjà vu en consultation. Est-ce que l'arbre généalogique est vraiment réel? Vous parlez de ce cas de celui qui rencontre l'amant de sa mère, Mm, mm. qui est kinésithérapeute, je crois, et il y va avec sa femme. Et quand ils sortent de chez le kiné, sa femme lui dit, c'est fou ce que tu lui ressembles. Donc, Oui, est-ce que oui, oui. les arbres généalogiques qu'on construit sont vraiment réels? Alors deux choses. D'abord, l'arbre généalogique, c'est une hypothèse. Il n'y a rien de réel sans qu'on ait tout vérifié, qu'on ait eu les extraits d'état civil déjà pour vérifier les dates de naissance, mariage, décès, etc. Et l'enquête familiale est très importante puisque je conseille d'aller visiter, tant que c'est possible, toutes les personnes seules à seules, bien sûr. Au début avec des questions générales, mais petit à petit en essayant d'obtenir des confidences, voire des secrets intimes. Effectivement, là, je pense au cas d'un patient. Il savait que sa mère avait un amant. Et comme cet amant était donc ostéopathe, enfin voilà, il est allé le consulter sans dire qui il était. Et puis en sortant, il était allé donc avec sa femme. Puis elle lui a dit, qu'est-ce que tu lui ressembles? C'est vrai, physiquement, tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Ça doit être ton père. Mais bon, il n'y avait pas de... Bon, là, après, bon, je sais pas ce qu'il a décidé de faire, voilà. Mais il est déjà allé le voir parce qu'il savait, donc, cet amant était vivant. Et il savait où il habitait, donc il est allé le voir, voilà, un petit peu incognito. Et puis, effectivement, il lui ressemblait étrangement. Donc, bon, on devrait tous faire un test ADN, en fait. On devrait tous s'assurer que notre père est bien notre père, que notre mère est bien notre mère, et que nos frères et sœurs sont bien nos frères et sœurs. Parce que là aussi, quelquefois, on a des surprises. Quelquefois, ce sont que nos demi-frères et sœurs. Quelquefois, le père qui nous a éduqués n'est pas notre géniteur. Non, mais qu'est-ce que ça change en vérité si on les pense comme frères et sœurs? Moi, je suis fille unique, donc j'aurais aimé avoir des frères et sœurs. Oui. Euh, Mais quelquefois, on a des frères et sœurs et on l'ignore, puisque si nos parents étaient infidèles, et je tiens quand même à dire
qu'il y a beaucoup de relations extra-conjugales enfin, le mariage ne garantit pas la fidélité, déjà d'une part, et d'autre part, il y a des histoires d'amour qui sont parallèles et qui sont dans l'ombre très souvent. Et en 20 ou 30 ans de mariage, à condition que les parents soient restés mariés, il y a très très souvent des liaisons extra-conjugales. Et du côté masculin, il est vrai que il peut y avoir des maîtresses, et puis j'ai même eu des cas où les maîtresses étaient enceintes en même temps que l'épouse légitime. Et il y a eu des naissances concomitantes, donc, et bien sûr que la personne ignore qu'elle a des demi-frères et sœurs de même âge, qui peuvent lui ressembler physiquement. S'ils se trouvent dans une même ville, ils peuvent peut-être se croiser en ignorant les liens du sang. Donc, oui, ce n'est pas... il y a pas de vérité absolue. Notre arbre généalogique, c'est une hypothèse au départ et qui va être confirmée ou infirmée selon les informations que l'on peut obtenir. Oui, moi j'ai le cas d'une de mes tantes qui, à l'enterrement de son père, devant le caveau, s'est retrouvée avec une femme qui avait à peu près son âge. Voilà. Elle a été une fille adoptive, hein, Ça, adoptée parce que soi-disant la mère ne pouvait pas avoir d'enfant, donc s'est c'est ça. retrouvée avec on peut même pas dire que c'est une demi-sœur parce que elle avait ni père ni mère, quoi. Donc elle Mm. s'est retrouvée avec comment on peut appeler ça? Parce que finalement elle était adoptée, mais elle n'était pas, c'était pas son sang, son père et sa mère. Mais elle a le même nom de famille? Oui, Eh oui, à partir du moment où vous avez le même nom de famille, vous êtes inclus dans la parenté, hein. Alors effectivement, il n'y a pas de lien de sang, mais vous êtes inclus dans la même parenté, dans une même parenté. donc elle s'est retrouvée avec une femme qui avait des enfants et tout. Enfin bon. Ah oui, Et oui, bien sûr. on va parler de l'adoption. Qu'est-ce qu'il en est des enfants adoptés? Alors les enfants adoptés, bon, plusieurs problématiques se posent à eux, hein. D'abord, il y a plusieurs cas de figure. Soit ils ignorent qu'ils ont été adoptés, et là c'est quand même relativement grave. Soit ils le savent et dans tous les cas, tôt ou tard, ils seront à la recherche de leurs parents biologiques. Et puis, il y a le syndrome de l'abandon, hein, c'est-à-dire pourquoi m'a-t-on abandonné? Hein, ça, voilà, c'est quelque chose de dramatique. Et puis, il y a un autre problème qui se pose, c'est que lorsqu'il y a des enfants qui sont adoptés, il y a des problèmes qui se posent aux enfants qui sont déjà présents au foyer, s'il y en a déjà. Hein. Parce qu'ils vont voir l'inclusion d'un enfant qui arrive soudainement au foyer, qui n'a pas de lien de sang, qui va bénéficier au même titre de l'amour des parents et du même patronyme. Et là, c'est dévastateur. Hein. Souvent, on ne parle pas des conséquences sur les enfants déjà présents au foyer, hein, ou sur l'enfant déjà présent au foyer, mais il y a énormément de conséquences, et d'ailleurs, j'en donne plein d'exemples dans l'ouvrage. Oui, vous parlez des effets de l'adoption sur les générations suivantes et de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Oui, le fondateur d'Apple, quand on lit sa biographie, il a été donné à l'adoption, hein, par le couple de ses parents. C'était deux étudiants sur le campus américain. Et puis, il a été donné à l'adoption à une famille. Alors lui, ses parents, ses géniteurs biologiques étaient quand même issus de familles d'un certain standing. Et il est donné à l'adoption à un couple stérile d'Américains de classe moyenne, hein, qui n'ont rien à voir, pas la même culture, voilà, pas les mêmes traditions, parce que son père biologique, c'était un Libanais à lui, tant que je me souvienne, et la mère, la descendante d'une famille suisse-américaine. Donc rien à voir. Et puis, ses géniteurs biologiques, font une fille après lui qu'il garde. Donc là aussi, lui, ils l'ont donné à l'adoption, mais la suivante, il la garde. Les parents adoptifs, c'est encore une autre histoire. Ils adoptent aussi une autre enfant. Enfin bon, une déconstruction terrible. Et donc, on ne s'étonnera pas que, il ait eu des problèmes de santé alors que une réussite phénoménale, une réussite matérielle, le prestige, etc. C'est phénoménal, mais malgré tout, voilà, on est rattrapé, quoi que l'on fasse, on est rattrapé par les problèmes qui se posent à soi par la structure généalogique de base. Et là, il y a un tel enchevêtrement et de telles disparités. euh, voilà, et puis il n'a jamais repris le nom de son vrai père, en fait. Parce que ce qui compte, on oublie de le dire, mais c'est... On a tendance à dire, ah oui, mais c'est les parents qui nous ont aimés. Oui, d'accord, mais non.
ce sont les parents qui nous ont conçus. Je suis désolée de dire que nos géniteurs sont nos géniteurs biologiques, sont eux qui ont fabriqué notre corps. Sans corps, il n'y a pas d'existence. Bon, on est bien d'accord. Donc, nos parents, ce sont nos géniteurs biologiques. Point final. Après, il peut y avoir effectivement de l'adoption, il peut y avoir de l'amour parental, etc. Mais la vraie branche, le véritable arbre, c'est l'arbre des personnes qui nous ont conçus. Voilà. Et ça, c'est une vérité biologique qu'on ne peut pas, on peut pas s'y soustraire, hein. Et donc là, le problème de Steve Jobs, c'est que, par exemple, comme tous les enfants adoptés, il porte un nom qui correspond pas à ses liens de sang, hein. Puisque son père est un Libanais, donc il n'a il n'a ni récupéré la culture, voilà. Il y a une coupure là, hein. Il y a une coupure. Et on voit bien que l'élan vital, à partir de cette coupure, eh ben, il se restreint, Est-ce hein. qu'il était au courant de ça, à Ah votre oui, avis? qui lui, est-ce qu'il était au courant de ça? Oui. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il a rencontré sa sœur biologique, enfin celle que ses parents ont eue après lui et qu'ils ont gardée, mais très très tard dans la vie, je crois qu'il était déjà malade. Alors qu'en fait, on voit bien qu'on ne peut pas faire l'économie de cette connaissance des origines, parce que lui, même s'il a très très bien réussi, après, comme je dis toujours, il y a cet élan vital qui s'amoindrit parce que justement, il y a des choses non résolues, hein, déjà au départ. Oui, dans votre livre, il y a le cas d'une femme, par contre, qui a voulu connaître son père et sa mère biologiques et qui a été très, très déçue, par contre, hein. Alors, je donne le cas, voilà, d'une écrivaine anglaise qui est très très connue, hein, voilà, qui a écrit des best-sellers. Et puis donc elle a été adoptée par un couple d'intellectuels anglais, alors que sa famille, bon, ses vrais parents sont un homme qui avait une entreprise, et puis sa mère, ben, c'est l'employé de cet homme-là, hein. Donc une espèce de droit de cuissage à l'époque où elle est tombée enceinte, la mère biologique est tombée enceinte du patron de la classe de la classe pauvre, moyenne pauvre, on va dire. Et lorsqu'elle rencontre sa mère, je crois qu'elle a trentaine d'années, elle est totalement dévastée. Sa mère est une femme sans éducation, qui est complètement perdue. Et l'écart entre cette famille biologique qu'elle retrouve, parce qu'elle retrouve aussi son père, hein, qui lui propose même de coucher avec elle. Vous voyez un peu le style. Et, et la famille dont elle est issue, qui sont des intellectuels, très bien, voilà. Là, il y a un écart terrible qu'elle raconte avec beaucoup d'humour dans son ouvrage. Et on en rit même parce que, bon, voilà, c'est des situations tellement théâtrales. Mais c'est pour dire que en fait, cette connaissance des origines, elle n'est pas sans accroc et elle n'est pas sans déception. Et il faut être très fort mentalement pour faire face à ces disparités, hein, voilà. Oui, il y avait un film, une sage-femme qui avait inversé Oui, deux c'est enfants à ça. la naissance. Ce film est extraordinaire. Extraordinaire sur la lutte des classes, sur l'écart idéologique et même Politique. oui, dans la vie quotidienne, c'était formidable. Alors, toute personne détentrice d'un secret peut souffrir de troubles de santé par la suite. Oui, c'est vrai, parce que retenir un secret peut nous faire tomber malade, effectivement. On peut avoir des symptômes autour de la bouche, ou liés à l'oralité, puisque c'est par là que le secret peut se dire, mais c'est par là aussi où il se retient, hein. Donc, il y a toute une série de symptômes, la dépression, l'insomnie, l'angoisse, des problèmes au niveau de l'oralité, hein, au niveau du dire qu'on ne peut pas, puisque des fois on a prêté serment à quelqu'un de notre famille de ne pas révéler certains secrets. Oui, être détenteur ou détentrice d'un secret, ça crée une tension qui peut durer des années et dont on peut être la victime. Oui, on peut avoir honte de ses origines ou on peut avoir un complexe de supériorité aussi. C'est sûr. C'est sûr, puisque par nature, ce qu'il faut dire, c'est que notre famille est traversée est englobée dans une société, hein, qui a ses règles et surtout qui divise. Cette société est divisée en classes sociales, hein, en classes sociales. Et ça, c'est
terriblement impactant, hein. Voilà. Donc, euh, donc effectivement, on peut souffrir de son appartenance, de l'appartenance de notre famille à telle ou telle classe sociale. On peut souffrir d'un complexe d'infériorité, bien sûr, puisqu'on se compare toujours aux autres et à d'autres familles. Il y a tout un chapitre dans mon livre sur l'importance justement du statut, hein, de la classe sociale, euh, de l'appartenance de classe, de notre famille paternelle, maternelle, hein, de comment ça peut nous faire souffrir, hein, et comment on peut justement aussi quelquefois trahir notre classe d'origine lorsqu'on gagne mieux sa vie, ou lorsqu'on change de quartier, lorsqu'on déménage, lorsqu'on a un meilleur salaire, etc., hein, ce qu'on appelle la névrose de classe. Oui, il y a aussi comment échapper à sa destinée. D'abord, dessiner son arbre généalogique, page 193. Il y a aussi Oui, beaucoup de questionnaires, des oui, questionnaires ouais, sur la santé, oui, sur la santé. sur la santé. Oui, il y a 4 pages de questionnaire sur la santé. Est-ce que votre symptôme ressemble à quelque chose qui a concerné vos parents, vos grands-parents? À quel âge ce symptôme a-t-il émergé? Quels ont été les traumatismes donc vous pouvez identifier dans votre famille? Est-ce que vous cherchez à sauver un membre de votre famille a posteriori? Enfin, toute une série de questions très importantes au niveau santé. Quelle est l'influence familiale au présent? Oui. Alors, ça c'est un chapitre très important parce que on pense que l'influence appartient au passé. Mais en fait, non. Elle appartient aussi au présent. Et c'est pour ça que lorsque des personnes viennent consulter pour des problèmes de santé, alors je ne suis pas médecin, mais viennent m'interroger sur les effets transgénérationnels, je leur demande toujours, bon, on identifie des choses qui se sont passées avant eux, mais je leur demande aussi, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement dans votre famille? Parce que nous réagissons toujours à ce qui se passe dans notre famille actuellement. Par exemple, qui est-ce qui se marie? Qui est-ce qui divorce? Qui est-ce qui attend un enfant? Qui est-ce qui a des problèmes de santé? Est-ce qu'il y a un risque vital pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé de région, a changé de statut social? C'est-à-dire que l'arbre généalogique duquel on appartient toujours, je tiens à le dire, c'est pas parce qu'on voit plus certaines personnes qu'on en est complètement coupé, on va réagir à tout changement qui se produit dans nos structures familiales. Et donc, j'en donne plein d'exemples, hein. Mais on peut réagir à l'annonce d'une grossesse, on peut réagir à l'annonce d'une séparation, on peut réagir à un remariage. Euh, voilà, donc c'est très important de dessiner notre famille actuellement. Qui fait quoi, hein? Et est-ce que nous sommes en train de réagir corporellement à quelque chose alors qui peut nous soustraire de l'affection? Je prends un exemple. Imaginons que ma sœur, de laquelle je suis très proche, vient de rencontrer quelqu'un. Et puis, ça devient sérieux. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, elle me dit, bah, tiens, on va se marier, on va déménager. Je ne vais plus la voir. Donc déjà, il y a un quantum d'affection qui va être soustrait, qui va m'être soustrait. Je peux y réagir. Tiens, je commence à avoir des maux de tête. Je commence, tiens, j'ai eu un petit accident en voiture. Là, c'est la première fois que ça m'arrive. Trouble de l'attention, ben voilà. Ou tiens, je commence à faire du diabète. Alors, voyez, chaque fois qu'on a un problème de santé qui s'installe, hein, il faut toujours se dire, est-ce que c'est un héritage du passé, mais est-ce que ça peut être une réaction à des changements à l'intérieur du groupe familial qui vont jouer en ma faveur ou en ma défaveur, qui vont m'ôter une part de capital affectif ou pas, hein. Voilà, donc c'est pour ça que toute la dernière partie du livre est là-dessus. Mais alors, comment on remédie à ça? Alors, ben, déjà, s'en rendre compte. Parce que souvent, on fait pas le lien. Quand vous allez voir votre médecin, il va pas vous dire, attendez, expliquez-moi ce qui est en train de se passer dans votre famille actuellement. Non, c'est clair. Il vous le demande pas. Il vous dit, à la limite, s'il a le temps, il vous dit, bon, est-ce que ça va bien au niveau familial? Est-ce que ça va bien dans votre couple? Est-ce que ça va bien dans votre travail? Bon, ça s'arrête là. Mais il n'a pas une vue d'ensemble du système dans lequel vous êtes inséré. Il n'en a pas. Donc, le premier palier pour se guérir, c'est de se dire, est-ce que je suis en train de réagir à un changement dans ma structure familiale? Et si oui, pourquoi j'y réagis?
Là, j'ai eu l'autre jour un monsieur qui a eu un zona, je le cite dans le livre. Il a eu un zona très grave et suite à l'annonce du remariage de son fils. Bon, son fils, qui avait déjà 60 ans, lui a annoncé qu'il allait se remarier avec une personne d'origine étrangère. Bon, là, le choc, s'y attendait pas du tout. Zona, zona très grave, hein, qui a duré des mois. Il pouvait plus s'asseoir, il pouvait plus bouger. Enfin bon, voilà typiquement. Alors que jusque-là tout allait bien, voilà typiquement le genre de réaction corporelle à quelque chose qui n'est pas de notre fait, mais qui se passe dans la parenté proche et qui est susceptible de créer une alerte au niveau psychique, hein, puisque là ça va, l'alliance est toujours une réorganisation du capital affectif et la réaction, voilà, ben, c'est le problème de santé. Et quand je lui en ai parlé, il me dit non, non, c'est pas du tout ça. Bon, alors, déjà, si vous niez qu'il y ait une relation entre ce qui se passe dans votre famille et votre symptôme, déjà, les possibilités de guérir s'amoindrissent. Parce que quand vous faites le lien, ben, votre conscience, elle a compris. Vous avez compris, vous avez cette connaissance, vous avez cette compréhension, et donc le symptôme peut commencer à décroître. Hein, voilà. Mais encore faut-il accepter de faire le lien. Pour voir ce qu'il y a derrière le zona. Alors, ce que je reproche à votre livre, c'est qu'il n'y a pas un arbre généalogique fait. Par exemple, l'arbre, il comporte 7 couples, hein. Nos arrière-grands-parents, ça fait 4. Nos grands-parents, ça fait 2. Nos parents, ça fait 1. Et puis après, il y a nous. Mais nous, on se met où alors? On construit Oui. l'arbre au début avec quoi? Alors, ah ben, si, l'arbre, on peut le monter assez facilement, hein. On peut le monter, c'est-à-dire on se met soi, et puis après les parents, nos oncles et tantes et les grands-parents. Et Voilà. donc, si on se met soi, comment on met les enfants après? Alors, on peut se mettre soit au milieu, puis après, si on a des enfants ou des petits-enfants, voilà, on peut se mettre au milieu. On se met toujours, alors, les ascendants en bas, hein, les ascendants, donc vos quatre grands-parents en bas, vos deux parents avec les oncles et tantes, vous, si vous avez des enfants, après, vous remontez. Prenez une grande page, voilà, une grande feuille, en fait. Bon, ben, comme ça c'est dit. Oui. Oh, Alors c'est là, plutôt pratique, oui. Voilà. Mais vous êtes pas. Alors, ce que je tiens à dire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un arbre exhaustif. Vous pouvez, là, maintenant, vous prenez une grande feuille de papier, ou vous en scotchez deux, trois, et puis voilà, vous mettez déjà vous, et puis vous mettez vos parents, vos oncles et tantes, et vos grands-parents, et puis vous notez les problèmes de santé qu'ils ont eus. À quel âge et les circonstances de leur décès s'ils sont décédés. Vous avez déjà, vous voyez, une vision. Pas complète, bien sûr, mais voilà, des éléments sur lesquels vous appuyez pour cette analyse. Et vous pouvez déjà commencer à faire des liens. Ah tiens, ma tante, à tel âge, elle a eu des problèmes respiratoires ou elle a eu des problèmes dermatologiques. Moi aussi, j'arrive au même âge. Voilà, pourquoi? Pourquoi est-ce que elle a eu? Tiens, je vais aller la visiter. Je vais lui demander dans quelles circonstances la maladie a émergé. Et puis moi, ça va me permettre de comprendre pourquoi je suis en train de répéter la même chose. Voilà, c'est des choses assez simples hein, finalement. Voilà, c'est la simplicité qui est importante là. oui, dans un des derniers chapitres, il y a les réactions qu'on peut avoir à l'enfantement, hein, au deuil, à la perte d'un C'est ça, enfant, c'est ça. C'est ce que au je viens d'expliquer, hein. pas Euh, la, conjugal. la- la majorité des réactions, quand même, il y a beaucoup de symptômes et de maladies qui surgissent suite à la perte de quelqu'un. La perte définitive, le deuil, c'est vraiment de tous les événements généalogiques le plus fort, hein. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, par exemple, là, j'ai une personne qui était en mauvaise santé, mais ça, c'était stable, mais qui a perdu sa maman, et là, les choses se sont aggravées, vous voyez. C'est-à-dire que vraiment, vraiment, c'est la perte qui déclenche le plus de symptômes. Ceux qui sont morts par accident, les suicides, vous parlez de Pierre Palmade. Oui, je parle de Pierre Palmade. J'essaie de démontrer que son accident est une répétition avec une recherche de solution de ce qui s'est passé à l'époque, puisque son père est mort dans un accident de voiture et son père était accoucheur, médecin accoucheur. Donc il revenait d'accoucher une dame avec succès et puis il a pris sa voiture et puis il a eu un accident mortel quand Pierre Palmade était enfant. Et là, enfin, j'essaie de démontrer que l'accident qu'il a généré, où il y a eu où une femme enceinte a perdu son bébé, est un essai inconscient de sauver le père. Hein. De théâtraliser l'accident de l'époque en le remaniant
et en épargnant le père. Voilà. Euh, oui, alors bon, je cite son exemple à lui parce qu'il est connu, mais ce mécanisme est valable pour chacun d'entre nous, en fait, hein. Notre psyché essaie de trouver, même si un temps important s'est écoulé depuis, et là j'insiste sur le fait que pour la psyché, il n'y a pas de temporalité, la psyché essaie de trouver une solution à des événements tragiques de notre famille qui nous ont précédés, et essaie de les remettre en scène en cherchant donc une solution, en essayant de protéger ou de sauvegarder des gens qui ont pu décéder, en remaniant, en remettant en scène ce même accident, mais en sauvant donc notre parent, en fait. Oui, mais c'est complètement inconscient, je pense. Ah, mais c'est totalement inconscient, bien sûr, Alors, c'est totalement on ne peut pas inconscient. passer la frontière interdite, celle qui sépare les vivants et les morts. Oui, il y a une frontière qui sépare les vivants et les morts, c'est vrai. Et, mais lorsque par certaines fois, les morts peuvent refranchir cette barrière à rebours. J'en veux pour preuve le cas de la fille d'Elvis Presley. Il y a eu un film il y a 2 ans, c'était la biographie d'Elvis Presley, qui a eu un prix d'ailleurs à Cannes et aux États-Unis. Et à cette occasion, la fille d'Elvis Presley est allée assister à la première aux États-Unis. Bien sûr, il y a eu voilà, toute une cérémonie très, très importante. Le film, c'était vraiment très bien, voilà. Et, euh, et elle est décédée le lendemain de la première. Pourquoi? Parce que pour la première fois, son père revenait, en quelque sorte, refranchissait la barrière qui sépare les vivants et les morts, puisque à travers cette biographie filmée, qui a été honorée, on le revoyait à l'écran, c'est comme s'il était revivifié, et finalement, vous voyez, elle y a réagi par le fait de décéder elle-même, hein, le lendemain. Donc c'était, quand j'ai vu cette nouvelle, je trouvais ça incroyable, mais ça conforte en fait ce que je dis sur, sur le fait que symboliquement, des parents peuvent refranchir cette barrière qui, bon là, bien sûr parce qu'il est célèbre, mais ça peut arriver aussi de certaines façons, Mm. D'autres façons. Alors, vous parlez de symboliser pour guérir. Oui, Après les oui, grands questionnaires là qui. voilà, il y a un grand questionnaire et puis il y a aussi des, euh, des symbolisations qu'on peut faire, des actes symboliques. Alors là, je renvoie à mon ouvrage précédent, enfin même avant le précédent, 2 ouvrages avant celui-ci, parce que qui s'appelle L'action qui libère et qui est totalement consacré aux actes symboliques. Donc là, je renvoie majoritairement à ce livre-là, hein, qui a 200 actes symboliques et qui est sorti chez Trait Daniel en 2022. Voilà, qui est plus axé sur les solutions en fait. Photographie et vêtements thérapeutiques. Oui. Oui, oui, alors on peut se servir de photographie, effectivement. J'ai pas parlé encore euh, du psychodrame, hein, des constellations familiales, mais bien sûr que maintenant c'est très très connu, hein, cette technique qui consiste à remettre en scène, via des petits groupes de 10, 15, 20 personnes, des situations familiales qui nous ont posé problème, des conflits, ou même de pouvoir voilà, dialoguer avec des membres de la famille qui sont décédés prématurément. euh, voilà, donc ça fait partie des actes symboliques de pouvoir remettre en scène et de dialoguer avec des membres de notre famille dans ce cadre thérapeutique. Et on obtient des guérisons incroyables, incroyables, là, dans les constellations familiales. Et j'en profite pour rappeler, parce que ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, Oui, oui, parlez avec vos grands-mères, grands-pères, oncles et tout, parce qu'une fois qu'ils sont partis, ah oui, ils sont muets. Donc c'est important de questionner. tout à fait, parce que là, on va apprendre, même en une après-midi, comme je dis toujours, on peut apprendre plus qu'en 10, 15 ans on a côtoyé notre famille, même des repas le dimanche, tout ça, personne ne disait rien. Et puis vous allez interroger les personnes seule à seule. Et pourquoi aussi? Parce que souvent, nos ascendants pensent que ce qu'ils ont vécu ne nous intéresse pas, n'intéresse personne, alors qu'en fait, c'est très très important quand il est encore temps d'aller les voir avec des questions précises en tête. Parce que plus les questions sont précises, plus les réponses peuvent l'être aussi, hein.
Oui, et surtout si la personne vient se confier à vous, écoutez-la, parce que moi, je peux dire, ma grand-mère est venue discuter avec moi. Oui, J'aurais dû sortir un magnétophone et franchement, voilà, c'était hyper intéressant. c'est ça. Mais j'avais les enfants à élever, j'ai pris ça un peu par-dessus et maintenant, je le regrette. Maintenant, Mhm. je le regrette vraiment, donc ça évite d'avoir des regrets aussi. Oui, bien sûr. Oui, Donc oui, les tout gens à sont là, il faut. fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des livres qui se vendent sur Internet pour des cahiers où on Oui, écrit à ses petits-enfants, voilà, c'est ça. pour leur laisser Ouais. un Oui. témoignage de notre vie. Et voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Elisabeth Horowitz, pour terminer l'émission? Alors, ce que je peux dire, c'est que si, surtout sur la santé, bien sûr, puisque le livre, bon, traite essentiellement de la santé, c'est lorsqu'on se trouve confronté justement à des troubles de santé qui sont chroniques, durables, euh, tout de suite se demander si ben, ce même problème a déjà existé dans la branche maternelle, paternelle ou les deux, à quel niveau, quand est-ce que ça a commencé, dans quelles circonstances et pourquoi. Donc voilà, faire les liens. Il y a la question de l'âge. Est-ce que l'âge que l'on atteint actuellement est un âge critique dans notre famille? Si oui, lequel? Et pour quelle raison? Ou est-ce que nos enfants nous renvoient à un âge qui a été critique pour soi, auquel cas il y a un rebond de la crise et il peut y avoir donc des symptômes? Et puis, dernier point, se demander ce qui se passe dans notre famille actuellement. Est-ce qu'on a réagi à des changements importants dans notre structure familiale actuelle, hein, à travers les unions, les divorces, les éloignements, les séparations, ou des remariages, ou des voilà, changements de statut? Voilà, c'est les trois questions. Hein, le raccordement du symptôme à quelque chose de passé, le raccordement du symptôme par rapport à l'âge, et le raccordement du symptôme par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre parenté. Voilà, ce sont les trois points fondamentaux. Donc, le livre s'appelle Mon corps généalogique, comment l'histoire familiale influence notre santé et notre ADN et comment guérir chez Guy Daniel. Je vous remercie beaucoup, Elisabeth Horowitz. Merci, merci beaucoup Joël et merci à vous tous. Franchement, la vie, c'est quelque chose, hein. Ah, c'est quelque chose, oh là là, t'es sûr.